Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant avec notre invité du jour, à savoir comment transformer une passion en entreprise rentable et lucrative. Dans un monde en quête de sens, nous sommes nombreuses à nous poser la question de comment transformer une passion en une entreprise prospère tout en jonglant avec les responsabilités de la maternité. Yasmine, à nos côtés aujourd'hui, a réalisé ce chemin il y a quelque temps. Sans hésitation, elle a changé de voie professionnelle pour travailler aujourd'hui dans un domaine passion. Alors bonjour Yasmine, je suis ravie de t'accueillir à mes côtés. Pareil, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes les belles personnes qui nous écoutent. Je suis honorée, ravie de vous parler de ce parcours je nommerai parcours du combattant. Ok, on va y revenir justement. Est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, je suis Jasmine, j'ai bientôt 32 ans. Je suis maman de 2 enfants, Enzo et Eline, 8 ans et 3 ans. Une ancienne étudiante étrangère, parce que le parcours commence là. Et puis, j'ai eu un master en marketing innovation. J'ai travaillé longtemps dans la grande distribution. Après, il y a eu la passion. On en parlera un peu plus tard. On va en parler, on va y revenir. Donc, tu es maman depuis 8 ans, hein, c'est bien ça? Voilà, maman depuis 8 ans. Maman, en 2016, j'ai eu mon premier garçon. C'est lui qui m'a appris ce que c'est la maternité. C'est une aventure unique. C'est clair. Alors, j'ai un qui est super gentil, super calme, et une tornade. D'accord. Donc, il Le faut jour et la s'adapter. nuit. Deux maternités complètement différentes. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? On va dire que le réseau et le bouche à oreille fait bien les choses. Ils ne se sont pas trompés dans le marketing. Le bouche à oreille, c'est un des meilleurs outils de communication. Donc, c'est une amie, une voisine, une maman au solo que j'admire beaucoup, qui fait partie de la tribu, qui a déjà fait des interviews avec vous, etc. Elle m'a dit, vas-y, je te vois bien, tu es une maman. Nathalie va aimer ton profil, tu verras. Tu as des choses à dire. Il faut les dire. Tu vas lui dire, allez, je vais tenter l'expérience. J'ai déjà fait des émissions de télé, etc. Radio. Donc, allez, on va tenter aussi la tribu digitale. Why not? Eh bien, génial. Et effectivement, donc on se découvre depuis quelques temps seulement et on va voir ensemble un petit peu plus en détail ton parcours d'ici quelques minutes. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi? Alors, je vais faire deux réponses. Une anecdotique, une vraie réponse. Alors, l'anecdotique, je suis Jennifer Lopez. C'est une jolie boule. Depuis le lycée, on me dit ça. Mais non, si on prend la vraie réponse, je dirais Cléopâtre. Parce que, pas uniquement dans la partie beauté, hein, parce que c'est pas, elle n'a pas été connue que pour ça, mais plutôt pour la partie influence qu'elle avait à cette époque-là, pouvoir qu'elle avait, le fait d'être une femme, avec toute cette fragilité, toute cette beauté, mais tout en ayant cette force,
cette énergie de faire face à des empires, etc. Ben nous, dans la vraie vie, si on fait le calque, ben on fait face aussi à beaucoup de problèmes du quotidien, que ce soit le fait d'être vu comme une femme, donc c'est une chose fragile alors que c'est pas vrai. On donne la vie, on gère des enfants, on gère la maison, on gère en fait plusieurs entreprises, si on peut dire ça comme ça. Donc en vrai, on manage déjà énormément de choses. Il y a une pression mentale énorme, déjà en tant qu'épouse, en tant que maman, mais il faut pas s'oublier, dans tout ça, on est des femmes. Donc j'aime bien Cléopâtre, ça me correspond. Bon, bah super, bah merci en tout cas de nous avoir partagé cette femme à impact connu. Donc maintenant, tu travailles dans un domaine qui te passionne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et notamment ce qui a précédé ton choix de devenir entrepreneuse dans un domaine passion? Il faut savoir que déjà, ma venue en France, je suis entre parenthèses d'origine algérienne et je suis en France depuis maintenant 13 ans. En quittant l'Algérie, enfin, cette petite jeune de 19 ans qui quitte l'Algérie vers l'Europe, quoi. On se dit tous, voilà, la France, l'Europe, c'est là que je vais réussir, etc. Et il y avait cette pression aussi sociale de mon pays, de t'envoies ta petite protégée, en plus j'étais une fille. C'est très, je vais pas dire mal vu, mais laisser une fille adolescente comme ça dans un autre pays qui porte pas les mêmes valeurs, les mêmes traditions, la même religion, c'était compliqué. Et j'avais des parents, je les remercierai jamais assez, qui avaient une certaine ouverture d'esprit. Donc, j'ai pris ma valise, j'ai pris mes diplômes et j'ai quitté mon pays. Et sans regret, j'ai été adoptée par l'Alsace, une région que j'aime énormément, où j'ai appris beaucoup, que ce soit dans la vie ou dans les domaines pro. C'est là-bas que j'ai goûté à la gastronomie française. En fait, pour pouvoir payer mes études supérieures, j'ai dû faire de la restauration et de l'hôtellerie. C'est là que j'ai découvert le magret de canard, le saumon fumé, les Saint-Jacques, voilà, bonne bouffe à la française, quoi. Et puis, j'ai travaillé dans des grands gastros. Donc, déjà que c'était bon, mais c'était de l'excellence. C'était des étoilés de 5-6 étoiles, donc c'était vraiment passionnant. Au départ, c'était, on va dire, des métiers de bouche qui payent la scolarité. C'était un travail, ça permet uniquement de... Mais après, j'ai eu cette sensibilité-là. Je commençais à être plus curieuse, à savoir comment préparer ces sauces-là. On me faisait goûter. Je suis tombée sur des personnes aussi qui aimaient faire découvrir la France à d'autres personnes. C'est magnifique, ce partage-là. Ça fait une certaine ouverture d'esprit. C'est différent. C'était magnifique. Et j'ai appris énormément. J'ai pu voir ce volet-là. Parce qu'un pays, on le découvre aussi via tout ce qui est culinaire. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma première découverte, ma première connaissance avec la France, et via la bouffe. J'ai réussi avec brio. J'ai eu mon diplôme de master en marketing, tout en étant extra, tout en étant en mode d'hôtel, tout en étant serveuse à côté pour pouvoir toujours payer ces études-là. Et après, j'ai dit, quand on vient, on a forcément aussi cette pression. Bon, il faut travailler dans son domaine. On a aussi souvent certaines personnes, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est hôtellerie, etc., c'est vu comme quelque chose de dégradant. Genre, c'est toujours mieux d'être cadre, c'est toujours mieux d'être médecin, alors que j'avais pas ça. Donc, j'ai coché les cases de la société. Donc, il faut avoir un diplôme, d'accord, supérieur, ok. Il faut travailler dans son domaine, ok, je cocherai cette case-là. J'ai travaillé chez Système U, une centrale d'achat assez grande en Alsace, à Mulhouse. J'ai travaillé chez Carrefour. Mon dernier job, c'était chez Carrefour. Et ça coïncidait avec le Covid. Covid, ce fameux Covid. On va dire que c'était un mal pour un bien. Covid a fait que moi, j'ai travaillé comparé aux autres secteurs. Parce que c'est un secteur qui a travaillé plus que ce qu'il en fallait. Au lieu de finir à 17, 18 heures, on finissait à 20 heures. C'était des plages horaires interminables. Pareil, il fallait tout le temps changer des choses, etc. C'est le seul créneau qui n'a pas arrêté pendant le Covid. Donc, j'ai travaillé comme pas possible. Et durant cette période-là, j'ai fait une fausse couche. Je me suis dit, en fait, je me donne à fond. Je travaille à des heures, même mon conjoint me l'a reproché, il me dit, tu n'es pas la responsable de la boîte. Carrefour, c'est pas toi. Ils ont assez d'argent, c'est censé finir à 18 heures. En fait, j'avais plus de vie. Je vivais pour mon travail. Et je me suis oubliée. J'ai oublié cette grossesse. Je me donnais à fond et je me suis reprochée. Parce que j'ai mis du temps avant de m'engager sur une deuxième maternité parce que je voulais cette fameuse carrière. Ce titre-là de la carriériste. Et c'était comme une grosse claque. Déjà Covid, on ne sortait pas. Je perds mon enfant chez moi avec un bain de sang, etc. C'était douloureux. Je me suis culpabilisée. Je me suis dit, en fait, tu as choisi ta carrière, tu as oublié que tu étais maman, en fait. J'ai oublié cette partie-là douce en moi, cette partie-là avec plein de tendresse. Et j'étais là, carré, réunion, travail. Et en fait, je suis devenue comme un robot. Ça, c'était une claque. C'était une expérience très douloureuse que j'ai mal vécue. En même temps, c'était une leçon. Une très, très belle leçon de vie. Et après, je me suis acharnée à faire un autre enfant.
J'ai diminué mes horaires de travail. J'ai expliqué que j'avais besoin de travailler normalement, de ne pas forcément me donner plus que ce qu'il en faut. Ma santé avait pris un coup. Donc, ma santé morale, beaucoup. Il y a eu la deuxième grossesse 2 mois après. 2 mois après, je suis retombée enceinte de mon deuxième bébé, mon troisième, si je compte. Toujours, j'ai un garçon, un an, j'ai une petite fille. Je suis tombée à cause de ma dernière. La deuxième vague de Covid arrive, le Delta. Et mon mari hospitalisé. Ah, mais Juste après l'accouchement. J'accouche de ma petite dernière, les hommes blancs comme ça, ils viennent chez moi à la maison. En fait, j'avais une boule de vendeur d'un coup. Dieu m'a donné une maison pour devenir propriétaire. Je venais d'avoir un bébé. En fait, c'est une dose de bonnes nouvelles. Et à côté, hop, mon mari tombe malade. Mais genre gravement malade, poumon, hôpital, isolé. On n'a plus le droit de nous parler. Il était dans son machine, à peine respire. J'ai vu ma vie décider en fait. Tous nos projets, en fait, on fait des comme n'importe quel couple, je pense, bien sûr. n'importe quelle femme, on fait des projets sur la comète. On achète ça, on va voyager ici, on prend les enfants là, on fait ça, et vous voyez tout ça partir, on fait ça. Vous voyez tout de suite, en fait, je me suis fait le film de tu vas devenir maman toute seule, tu vas devoir payer la maison, tu vas devoir retravailler tes enfants, alors qu'ils étaient en plein congé de maternité. Et mon cerveau, il s'arrêtait pas pour nous. En plus, je suis une maman allaitante exclusivement. J'allaite à 100% les enfants. Donc, c'était une pression. Et j'ai passé les premiers 3 mois de l'accouchement plus la maladie de mon conjoint. Vraiment, c'était dur. Parce qu'à ce moment-là, il fallait non seulement m'occuper de mon bébé, gérer mon aîné, parce qu'il était à l'école, en plus Covid, avec toutes les mesures de sécurité, d'hygiène, etc. Et aucune visite pour mon conjoint. C'était que des petites visions par-ci par-là. Wow. Donc, je me suis retrouvée seule face à tout ça, donc maman. Et à ce moment-là, je décide de plus reprendre le travail. Parce que après 3 mois, j'étais censée reprendre. J'ai dit non, j'ai besoin de faire un arrêt. Et je commence à pâtisser. De base, je tenais un blog. Je montrais ce que je cuisinais pour ma propre famille. Genre les anniversaires de mes enfants, Noël, Nouvel An, mais que pour nous, nos dimanches matins, nos branches personnelles. Et les gens, en fait, c'est les gens qui m'ont poussé à publier plus et demander de goûter. Je me suis dit, allez, je suis en congé mat, je vais encore montrer de quoi je suis capable, je vais pâtisser plus. Et c'était là, en fait, c'était mon seul moment de détente. Je suis en fait une boule d'énergie. Je suis très rentre dedans, avec beaucoup de caractère, et la pâtisserie, c'est mon yoga. Et c'est ce moment-là où je lâchais prise. Et en plus, j'ai même cuisiné, enfin, je faisais des gâteaux tout en ayant le porte-bébé. J'allaitais en même temps. J'étais là en train d'allaiter ma fille avec le porte-bébé. Je faisais mes gâteaux avec l'autre main. Et mon sein tout pendouillé comme ça. Et voilà. J'avais aucun souci à faire 36 000 choses à la fois. Et puis, il y a l'hôpital qui appelle. Il faut chercher le grand. Je me sentais vraiment, à ce moment-là, on ne le voit pas parce qu'on est dedans. On se sent pousser des mains supplémentaires, comme une princesse indienne. Mais le soir, on est exténué, mais vraiment exténué. C'est comme ça que à peu près l'aventure a commencé. Waouh, en tout cas, effectivement, on voit que finalement, ton chemin n'a pas été forcément tout beau, tout rose, mais ça t'a permis de trouver ta voie et de te rendre compte que ça te mettait en joie et puis peut-être ça te calmait aussi de commencer à faire des gâteaux. Après, il y a aussi la partie société. Famille, il y a le poids aussi. Tout le monde me dit, tu as fait bac+7 avec toutes ces années d'expérience, tu arrêtes tout pour faire de la pâtisserie, tu arrêtes tout pour devenir traiteur. C'est comme si c'était mal en fait. Alors que non, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, le fait d'avoir fait des études, en plus, j'ai fait des études de marketing et communication, ça ne peut qu'être un plus. Je le sais, moi. Actuellement, je le vis. Ce n'est qu'un plus. Je gère ma com toute seule. Je fais mes posts Instagram. Je sais comment fonctionnerait un réseau. Je sais parler à des clients. Je connais les stratégies clients. J'ai travaillé pour de grands groupes. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ce qui me passionne plus que tout ça, c'est le fait d'être derrière le fourneau, de toucher aux pâtes, toucher à la crème, faire tout ça. Et puis, cette partie-là, on l'a au niveau de sa famille, de ses amis, mais on l'a aussi quand on décide de faire cette reconversion. À 32 ans, je vais partir faire un stage. Je peux vous dire que les pâtissiers vous regardent avec moi. Les stagiaires, ils ont 15 ans, 16 ans. Vous êtes là, la vieille de service, OK. En plus, on a fait des études, donc ils vous regardent déjà, genre, vous faites quoi, là? Bon, avec votre bac, vous prenez pour qui? Pareil, je m'en suis retrouvée face à genre, t'es une femme, tu vas porter un sac de farine. C'est un métier, hein, de pâtissier, c'est un métier. C'est comme si, en fait, ils essaient de vous refaire une définition, alors que vous savez déjà ce que c'est. Ouais. Si on décide de faire quelque chose, on est convaincu. On ne le fait pas pour le plaisir, on ne le fait pas parce que c'est joli, tout le monde en fait, on en fait. C'était des stages à 3 heures du matin. C'était toute une gestion qu'il fallait prendre en interne pour gérer les enfants à l'école. Mon mari a dû faire du télétravail. On s'est adapté pendant 1 an pour que je puisse, moi, faire mes cours parce que j'ai choisi l'option présentielle. Bien sûr, je ne fais pas les choses à moitié. J'étais prof en ligne.
En ligne, c'est pas du théorique. On fait en ligne quand c'est des métiers théoriques. Mais quand c'est des métiers où il faut toucher, il faut sentir, pour moi, il faut être en présentiel. Et être en présentiel nécessitait un certain engagement et beaucoup de sacrifices en interne. Et du coup, c'est grâce à mon conjoint que j'ai pu faire cette formation parce qu'il a géré aussi cette partie. Il a fait le papa et la maman un petit moment pour que moi, je puisse vivre mon rêve. C'est important aussi d'avoir des gens qui vous soutiennent, des gens proches qui vous soutiennent, plutôt que de vous dire, ah non, en fait, comment tu vas faire, tes enfants, tes études. Non, il fallait à ce moment-là avoir quelqu'un qui dit, vas-y, fonce, je suis derrière toi, je m'en occupe, vis ta vie, vis ton rêve. Et il m'a permis de vivre ce rêve-là, dont je me remercierai jamais assez. Mais pendant mes stages, j'ai subi aussi un peu d'harcèlement par rapport à mes origines, etc. Je l'ai jamais vécu, hein. J'ai mis les pieds en France en 2012, quand j'étais en Alsace, une région qui est peut-être un petit peu réputée pour le racisme, mais je ne l'ai jamais vécu, jamais, 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 jamais. Pendant mes stages de pâtisserie à Paris, au lieu de me faire, par exemple, faire des tâches normales, des crèmes ou des gâteaux, on me demandait de faire le ménage, par exemple, pendant des heures. Alors qu'à la base, je suis censée être stagiaire. En plus, c'est des stages non rémunérés, des stages qui ne dépassent pas les 3 mois. Et du coup, le but, c'est de 5 heures du matin jusqu'à midi en face de la production. Et non seulement c'était de l'harcèlement, mais aussi c'était de l'esclavage. J'ai travaillé de 5 heures du matin jusqu'à 16 heures, des fois, sans pause pipi, sans pause déjeuner. Wow. Mais j'ai rien dit parce que j'ai supporté ce que je voulais apprendre. Je voulais apprendre auprès de ce monsieur-là parce qu'il a fait de grandes écoles de pâtisserie, c'était connu. Il a travaillé auprès des grands pâtissiers et je voulais apprendre à tout prix. Je me suis dit, même si je ne touche pas, je regarde, je vais apprendre. J'accepte. Si c'est le prix à payer, je l'accepte. C'était dur moralement. Surtout pour quelqu'un qui a déjà fait carrière. Genre, je débute pas, j'ai pas 15 ans, j'ai pas à supporter ça. Puis même ceux qui avaient 15 ans, j'étais triste pour eux parce que je me voyais en eux. Ils débutent une carrière avec autant de dureté, c'est quand même pas évident. J'ai supporté sans regret. Moi, j'ai dit à la fin, j'ai dit ce que je pensais, parce que je peux me permettre, je suis plus âgée que donc je suis stagiaire, oui, mais je suis une femme, je suis mature, je sais ce que c'est de travailler. Vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est le travail, mais j'ai accepté. En fait, j'ai essayé de faire comprendre à cette personne, j'ai accepté parce que la contrepartie m'arrangeait bien. J'ai appris. Je me suis laissée. Tu gagnais quelque chose, en fait. Voilà. C'était un peu du donnant-donnant. Je suis sortie avec des recettes, avec des techniques. Voilà, il a fait Paul Bocuse, il a travaillé avec plein de grands chefs. Et puis, apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Vu que j'ai commencé tard cette reconversion, je ne connais pas cet envers du décor. En fait, on se dit c'est un peu comme le grand pâtissier à la télé. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, hein. La vraie vie, c'est pas comme ça, hein. Oui. La vraie vie, c'est on te crie dessus, on t'insulte. Et pour eux, c'est comme ça qu'ils te motivent, alors que c'est pas forcément réel. Ça n'a pas été un impact pour moi parce que j'ai déjà une forte personnalité, donc c'est difficile de me rabaisser. Mais pour des petits jeunes de 15 ans, c'est pas évident. Du coup, là, j'ai tenu le coup. Et à côté, il faut savoir qu'il y a d'autres chefs aussi magnifiques qui m'ont fait encore plus aimer le milieu. Ils m'ont appris encore plus. On sait tous faire des tartes, pâte sablée, pâte sucrée à la maison. On sait tous faire des quiches. Mais en fait, les faire, quand on a déjà fait son diplôme et les faire avant, ça ne donne pas du tout le même rendu. Parce que des quiches, j'en faisais pour mes enfants. Mais maintenant, faire des quiches, en étant professionnel, le rendu n'est pas le même. Le visuel n'est pas le même et le goût n'est pas le même. Parce qu'on sait techniquement que c'est pas la même chose. On sait mettre les bons aliments au bon endroit. On connaît les choses. Enfin, voilà. On apprend. C'est un plus. Il y avait l'examen final aussi. J'ai passé des examens dans ma vie, hein. Donc, j'ai eu le bac, la licence, le master, une autre licence en langue. Et à côté de tous ces examens-là, je peux vous dire que le CAP, c'est une épreuve, hein. Ce n'est pas ce que les gens, pareil, ils sous-estiment certains métiers, ils sous-estiment certains examens. Pour eux, plus il y a des diplômes, plus c'est fort et plus c'est intense. Mais en fait, non, ça ne veut rien dire. C'est pas le titre qui fait la dureté, c'est ce qu'il y a dedans, c'est le contenu de la chose. Moi, je peux vous dire qu'en 4 heures d'épreuve pratique, au-delà de l'écrit dure 30 minutes comparé à d'autres examens. J'ai passé un master, j'ai eu 19 unités, c'est que de l'écrit. Donc, c'est pas l'écrit, il y a un peu de mathématiques, de gestion de finances. Mais quand on fait quelque chose de manuel, c'est physique, on est debout pendant 4 heures et c'est intense, il faut sortir une certaine production. Il y a 4 personnes qui vous regardent, qui regardent tous vos gestes, qui surveillent la température si elle est exacte, l'hygiène. C'est une pression énorme. C'est comme si on était là, dans un stade, et il y a plein de gens qui vous regardent et vous êtes toute seule. Et vous faites quelque chose, mais vous avez plein d'yeux sur vous. Vous n'êtes pas seul avec votre feuille. Non, vous êtes là avec tout ce qui vous entoure, plus des yeux sur vous. Donc, c'était vraiment une pression différente par rapport à tout le vécu que j'ai eu, tout mon background scolaire n'a rien à voir avec cette expérience-là. C'était passionnant du début à la fin, avec les bons côtés comme avec les mauvais côtés, hein. C'est un choix que je ne regrette pas. Je l'ai fait par rapport à la maternité aussi. Ce choix-là, je me suis dit, j'en ai marre de rentrer à 19 heures, d'être toujours là en train de crier. Mets ton pyjama, va à la douche, arrête de crier. C'était militaire.
C'était pas la maman. Je continuais à être cette manager invivable. Allez, au bain, au repas, retrousse tes manches. Mais vraiment, c'est épuisant. Et le matin, je suis toujours la maman qui voit jamais la maîtresse. Parce que je travaille très tôt, je sors très tard. Donc, mes enfants, enfin, mon premier surtout, a vécu dans le centre de loisirs du matin et le centre de loisirs le soir. Je me suis dit, en fait, j'ai fait un enfant pour que l'État s'en occupe. Je suis jamais là, en fait. Je suis là que les week-ends et encore. Je suis tellement fatiguée que ma fatigue se fait ressentir. Je fais que crier. Ça peut peut-être choquer certains, mais je pense que beaucoup de mamans sont comme moi, mais je fais que crier. Pourquoi t'as fait ça? Ça, c'est pas bien. Je regarde plus les belles choses que mon enfant fait. Je suis juste là à le recadrer. Pas le recadrer. J'apprécie plus. Et je me suis dit, ça suffit. J'ai envie de profiter de mon enfant. J'ai envie de profiter de ma deuxième maternité. Je veux me rattraper parce que j'ai pas passé beaucoup de temps avec mon aîné. Je n'ai pas vu grandir. Et je me suis dit, stop. Maintenant, je veux, quand j'ai envie d'être présente le mercredi, de faire un cake avec mes enfants, je le fais avec mes enfants. Quand j'ai pas envie de travailler parce qu'ils sont malades et que je supplie d'avoir une journée de plus parce qu'on n'a que 3 jours dans la convention, ben là, quand ma fille elle est malade, je travaille pas. Je décale. Je travaille à 1h du matin et à 16h, je récupère mes enfants. Je prends le goûter avec mes enfants. Un truc normal. Vous allez rigoler, hein. La première fois que j'ai cherché mon fils à l'école à 16h30, j'ai pleuré. Parce que j'ai jamais cherché mon fils à 16h30. Je ne connais pas ce que c'est chercher son enfant à 16h30. Donc, la première fois quand je l'ai fait, j'étais là. En fait, il y a plein de mamans, plein de papas. Ils sont là avec le goûter. C'était quelque chose de nouveau pour moi, parce que je ne l'ai jamais fait. Je viens, je le cherche à 18h, il a déjà mangé, il a déjà fait ses devoirs, et je lui crie encore dessus. Et j'étais triste. J'étais triste parce que j'ai pas vécu ces moments-là comme certaines mamans. On est dans une société qui juge beaucoup les femmes au foyer, mais moi, je trouve, avec le recul, même si j'ai jamais été femme au foyer, entre parenthèses, mais je trouve ces femmes-là admirables, la vérité, parce qu'il faut le faire. C'est du 24/24 avec les enfants, on va les payer pour ça. Parce que franchement, c'est un travail. C'est vraiment un travail. C'est clair. Et c'est ce qui m'a poussé encore plus doublement à faire cette reconversion. Je me suis dit, non seulement je fais quelque chose que j'aime, donc il y a déjà l'amour pour ce que je fais, je me réveille avec la banane le matin, j'ai la possibilité de voir mes enfants. Exemple, ce matin, j'ai mis ma fille à la crèche à 9h. J'ai le temps de prendre le petit déjeuner avec ma fille, de lui faire des câlins, de lui faire ses cheveux, de papoter. C'est des choses que si j'étais en entreprise, je suis obligée d'y aller à 9h. Après, oui, je fais un métier aussi, même si c'est une conversion du travail, par exemple, certains samedis. Je travaille le dimanche, la nuit, ça m'arrive. Mais quand j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. En fait, c'est différent. Je donne un temps de qualité à mes enfants. C'est pas de la quantité. Je me permets de me dire stop. Là, on part une semaine, peut-être pas. On voyage plus souvent parce que je peux me le permettre. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pour moi. Et c'est ça qui a fait tout ce changement-là. Il y a des sacrifices dans tout, hein. Il y a des points positifs, des points négatifs dans tout, ce qu'on fait dans la vie. Mais dans la balance, je regrette pas mon choix. Et après, l'avantage, j'ai réussi. Donc, en fait, si j'avais fait tout ça et que financièrement, ça ne suivait pas, je pense que je me serais remise en question. Mais pour l'instant, et je touche du bois et je suis fière, c'est vraiment en croissance. Donc, je ne regrette pas mon choix. Voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, lorsqu'on est indépendante et lorsqu'on crée son activité, le principal avantage, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire pouvoir prendre le temps le matin de discuter avec eux, de les préparer, de les emmener sans hurler, sans vite, 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 dépêche-toi parce qu'on sait qu'on a un train à prendre, qu'on a la voiture ensuite, etc., qu'on a attendu à telle heure pour une réunion ou autre. Aller les chercher le soir et pouvoir profiter avec eux, comme tu dis, goûter. Moi, j'adore faire ça avec les enfants, ils racontent leur journée, machin, il a fait ci, bidule, il a fait ça, c'est juste extraordinaire. Alors, on a l'impression de connaître leurs copains, puis des fois, on leur donne même un avis, oui, non, mais celui-là, il est un peu pénible quand même, ou ah, celui-là, il est trop sympa. Et puis, avoir des moments, même dans la soirée, même si on est obligé de travailler. Moi, je sais que je travaille souvent. Maintenant, mes enfants sont un petit peu plus grands, mais je travaille souvent une fois que je les ai récupérés. Mais ne serait-ce que s'arrêter 5 minutes, faire un câlin, discuter, leur dire bon, est-ce que tu as prévu ci, est-ce que tu as prévu ça, etc. Prévoir la journée du lendemain sans être dans le speed de se dire il est déjà 19h, je viens à peine de rentrer, à 20h il faut que je les couche, ils ont pas mangé, ils ont pas pris leur douche, ils se sont pas brossés les dents, ils ont pas fait leur sac de demain. Là, tranquillement, pendant toute la soirée, même si on travaille à côté, on va pouvoir échanger avec eux, discuter avec eux. Et c'est vrai que pour la vie d'une maman, ça change en fait énormément de choses. C'est impressionnant. Apaisant. C'est tout simplement apaisant. C'est clair. Bon, donc effectivement, tu as donc
tu t'es rendu compte finalement pendant ta deuxième maternité que tu étais passionnée de cuisine et notamment de réalisation de pâtisserie. Donc tu t'es lancée dans l'aventure du CAP qui effectivement n'est pas une aventure forcément très simple, notamment lorsqu'on a un certain âge comme tu le dis, parce qu'on s'attend à n'avoir que des petits jeunes. Comme si faire un CAP ou comme si changer de voie, hein, tout simplement, était impossible lorsqu'on était déjà dans une carrière installée en tant que maman, etc. Et puis, tu as lancé en fait ton activité. Comment tu as décidé de te lancer? Quelles ont été les stratégies pour atteindre ton objectif? Et puis, si tu as eu des lacunes, comment tu les as gérées au quotidien? Comme je l'ai dit, j'aime bien faire les choses de façon carrée. J'ai fait un test pendant 1 an de maternité. En fait, j'ai travaillé sans pour autant me mettre en auto, etc. On va dire de travailler bouche à oreille. Je me suis dit comme ça permet de faire une certaine étude de marché, voir si c'est vraiment quelque chose qui tient la route. Donc, j'ai fait 1 an de test pendant 1 an de congé mat. Donc, je me suis dit, allez, alors, je vais faire des gâteaux, je vais proposer des plateaux sucrés salés, je propose mes prestations, sachant que ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai une page culinaire qui est ancienne. Je disais tout à l'heure, je partageais beaucoup ce que je faisais déjà pour ma propre famille. Donc, on va dire que j'ai déjà une certaine communauté. Je l'ai juste fait agrandir au fur et à mesure. Donc, le jour où j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là, c'est comme si ces abonnés-là, c'est devenu mes clients. J'ai transformé les gens qui me suivaient parce qu'ils m'aimaient bien, ils aimaient mon mode de vie ou mes petits déjeuners et les goûters avec mes enfants en mes propres clients pour pouvoir leur proposer ces services-là à eux. Donc, c'était un peu facile, on va dire, le démarrage. Parce qu'il y a déjà des clients potentiels. Je les avais déjà. Mon portefeuille client, il était existant. J'avais juste à le transformer de simples admirateurs ou de simples abonnés ou des gens qui m'apprécient à des clients. Et du coup, j'ai décidé de faire mon statut. J'ai appelé un comptable. J'ai fait ça vraiment dans les règles de l'art pour pas me tromper. J'ai eu mon cabis. Je l'ai déclaré sur les réseaux comme quoi je suis devenue entrepreneuse. J'ai changé ma qualité d'image au niveau de mes posts. J'ai investi dans du matériel, donc ring light, appareil photo, fond de photo. Quand je fais mes visuels, beaucoup plus d'efforts. Donc, je fais un univers par rapport à mes gâteaux, etc. Il faut savoir que c'est très, très important de jouer sur le visuel. C'est important. La vidéo, c'est important. Et c'est là que ma partie théorie, toutes ces années d'études vient me donner un coup de main. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Je ne suis pas uniquement traiteur pâtissière. Je suis aussi cette personne qui a fait du marketing toute sa vie. Je respire marketing. J'adore la com. Et ça m'a aidé. La preuve, voilà. J'ai changé toute cette partie-là. Donc, on le voit. J'ai laissé exprès l'ancien moi et le nouveau moi. On voit tout de suite la maman qui faisait ça pour juste faire le fun et l'autre entrepreneuse qui travaille. On voit la différence des photos, on voit le montage des vidéos est différent, le visuel, la qualité d'image, ça attire plus. Les gens sont friands et on passe d'un petit gâteau d'anniversaire à des mini-fêtes de mariage. On passe à juste organiser un anniversaire à des repas d'affaires ou à des gros mariages, des branches mariages, sachant que ce que je propose, c'est universel. Je fais tout ce qui est pâtisserie française, etc., mais aussi tout ce qui est un petit peu traditionnel maghrébin. Et il y a cette partie fait maison, fait main et l'amour. Parce que faire des choses, tout le monde sait faire. Mais faire par amour, c'est différent. Parce que ça dépend de l'objectif. En fait, la première chose, le premier déclic qui m'a poussé à faire ça, c'est mes enfants. Donc, déjà, ma démarche, c'est l'amour qui l'a fait vibrer. Cette reconversion, elle a été faite, c'est pas parce que je cherchais plus d'argent ou gagner plus de salaire. Je gagnais déjà bien ma vie en tant que salarié. Donc, ce qui m'a fait booster, ce qui m'a fait titiller et changer de voie, c'est ma maternité. C'est être présente pour mes enfants. Et du coup, quand je parle à mes clients, je sais en fait comment leur parler. Souvent, soit c'est des mamans, je connais un peu le parcours. Je coche la case des mamans, donc je sais comment une maman fait plaisir à ses enfants. Je suis mariée, donc je sais ce que représente un mariage. Au-delà du fait de dépenser beaucoup pour ça, grandiose, il y a aussi faire bien, faire beau. C'est le jour de ta vie, c'est ton enfant. Tu veux marquer le coup par une baby shower ou tu veux marquer le coup parce que c'est son premier anniversaire. Tu dois s'en rappeler toute sa vie. C'est la meilleure maman du monde. C'est comme ça en fait. C'est pas je te vends un gâteau, c'est je te vends un souvenir. Et c'est là toute la différence. Parce que c'est un moment qui sera aggravé. C'est pas, je coupe le gâteau, je souffle la bougie, basta. C'est la photo qu'il va garder, qui va montrer à lui, à ses enfants. Maman, à 1 an, elle m'a fait ça. Oh my God, maman, c'est toi. Voilà, et je trouve que c'est important. J'encourage même certaines mamans à le faire seule. Je leur montre. Je ne fais pas que vendre des gâteaux. Je n'oblige pas, au contraire. Il y a des mamans qui me disent, oui, franchement, c'est beau, j'aimerais vraiment le faire moi-même. Je dis, vas-y, fais-le toi-même. Vas-y, fais-le, je vais t'aider. Je t'aiguille avec des recettes. Je te montre comment tu montes ta crème. Ça sera peut-être pas parfait comme moi, mais on s'en fout. L'enfant, il ne va pas se rappeler il était parfait le gâteau. Il va juste se rappeler que maman,
on est resté tard. Elle a fait l'effort, elle a essayé et elle m'a fait un gâteau d'anniversaire. C'est ma maman. Je le vois quand mes enfants, ils parlent de moi. Mon fils, quand il est invité dans des anniversaires de ses copains, il dit, maman, elle fait un gâteau, il est trop bon. Ma maman, c'est la meilleure des pâtissières. Et pourtant, voilà, je suis pas non plus compétinée. Le fait que mon fils me dise, même ma fille, la troisième dit, maman, j'adore tes gâteaux, c'est trop beau, maman. Voilà. Après, comparé à 40 000 personnes qui me follow sur les réseaux, mes enfants font le poids. Parce que je me dis, j'ai sacrifié pour ça. On me le rend bien. Ah ben, il n'y a pas meilleur que le retour de ses enfants, c'est sûr. C'est plus maman, tu cries tout le temps. Maman, tu rentres tard. Parce que maintenant, même si je travaille le week-end, ils sont contents. Ils savent ce que je vais faire. Ah, c'est trop bien, c'est l'anniversaire de qui. Ils s'intéressent à ce que je fais. Et puis, ça leur parle. Alors qu'avant, ça leur parlait pas. C'est des chiffres, c'est des grosses boîtes. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient même pas pourquoi je rentrais tard. Mais là, c'est comme s'ils faisaient partie de cette aventure. Ils le vivent avec moi au quotidien dans le labo. Ils voient comment je prépare les choses. Je leur fais goûter. Ah, c'est bien, maman, il a de la chance, ce garçon. Sa maman lui a fait un gâteau comme ça. Ils rentrent dans mon aventure, ils s'intéressent à ce que je fais. Et si je passe du temps aussi avec eux, je peux casser les œufs, je peux faire ceci, je peux tourner comme Dieu, oui, on fait ça le mercredi, pas pour les clients. D'accord, maman, c'est pour les clients, je ne fais pas. Voilà. Ils sont conscients et ils sont contents. Quand on fait un break, ils savent que c'est mérité. Maman, elle a trop travaillé, maintenant, elle faut faire avec nous. Et c'est comme ça que j'ai pu allier mon discours avec les clients. Comme une maman qui veut faire plaisir à son enfant, comme une femme qui a envie d'avoir le plus beau mariage de sa vie, ou la plus belle déclaration, ou le meilleur baby shower, voilà. C'est comme la maternité. Chacune de nous la vit différemment. Ben, ce genre d'événement, chacun est différent. On ne peut pas avoir le mariage de la voisine. Chaque mariage est différent, chaque anniversaire est différent, et c'est dans cette différence que je trouve du plaisir. Et ça a été facile de ce côté-là. Donc, côté client, transformation client, c'est pas un souci. Ce qui était difficile, c'est se positionner dans un milieu concurrentiel, parce qu'il faut savoir qu'en région parisienne, des traiteurs, des organisateurs d'événements, c'est pas ce qui manque. Et puis, pareil, on a ce discours de franchement, t'es sûr, tu quittes 100% du travail, tu restes pas à temps partiel, et après, tu regardes, donc, si jamais tu vas pas t'en sortir. Mais en fait, je suis une personne qui aime bien la prise de risque. Après, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais la prise de risque, elle nous pousse à sortir d'une certaine zone de confort. En fait, on est face à une chose. Je me dis, il y a un proverbe de chez nous, mais je vais essayer de le traduire. On a la mer face à nous et l'ennemi derrière nous. Donc, de toutes les manières, c'est soit je nage, soit je me bats. J'ai un ennemi derrière et la mer en face. C'est soit je nage et je prends le risque et on y va, soit je me retourne et je me bats aussi contre un ennemi. Donc, le choix est vite fait. J'ai décidé de nager, je nage. C'est simple. J'ai arrêté le travail à 100%. Je me suis lancée. Je me suis dit, en fait, maintenant, il faut que tu génères ton propre salaire. Débrouille-toi. Tu gagnes les temps. Le but, c'est de faire pareil, voire plus, tout en étant à la maison, avec tes enfants. C'était ça le challenge. Le premier mois, c'est moyen. Le deuxième mois, c'est un petit peu plus. Et après, franchement, pour être honnête, j'ai pas mis un an pour être moins d'un an, j'avais déjà doublé mon salaire habituel. Ce que je gagnais chez Carrefour, j'arrive à faire pareil quand c'est des temps calmes, double triple quand ça se passe super bien, c'est la haute saison comme maintenant, etc. Après, bien sûr, on le lisse à l'année. Je fais un métier où c'est très hard, on va dire de mars jusqu'à septembre. Et après, on a décembre, la haute saison. Après, ça se calme un peu janvier, février. Mais de toutes les manières, quand on le lisse, on s'en sort très, très bien, tout en ayant une vie privée équilibrée. Pas une maman hystérique. Même une épouse avec plus d'énergie, plus d'attention. Avant, on est plus là à faire plus de reproches que d'apprécier. Là, j'apprécie différemment. Avant, c'était tu n'aides pas. J'étais toujours dans l'accusation. Moi, je travaille, sachant que mon mari travaille aussi, hein, mais j'étais là genre, c'est pas assez. Tout ce qu'il fait, c'est pas assez. C'est jamais assez à mes yeux. Alors que là, c'est différent. Je suis contente quand il n'est plus juste une patate. Je suis là, oh, wow, c'est bien, c'est magnifique. Le timing est tellement différent et l'état d'esprit est tellement différent. Je le vis mieux. Oui, en plus le temps, en fait. Tu as aussi plus de temps parce que mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais quand on travaille de chez soi, ne serait-ce que les transports, 1-2 heures de transport par jour, bah, c'est 1-2 heures de temps pour faire autre chose, en fait. Là, au lieu de perdre du temps dans la voiture, ben, je peux lancer des machines tout en faisant une pièce montée. Je peux faire beaucoup de choses. Et même ceux qui font du télétravail, pareil, quand on faisait du télétravail, c'était beaucoup plus intéressant. Ça permet d'avoir un certain équilibre. On lance l'aspirateur, on lance la machine. Tout continue à marcher. Il y a moins de stress. Il y a moins de pression, moins de stress. En fait, les tâches ménagères se font, le travail se fait et la vie de maman se fait. Bon, on ne dit pas que c'est un long fleuve tranquille.
Enfin, comme n'importe quelle famille, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est même ce que je fais, c'est épuisant, c'est un métier physique. Donc, ça m'arrive aussi d'être fatiguée, de pas vouloir forcément aller au parc tous les soirs, de ne pas vouloir faire du vélo alors que toute la famille en a envie. En règle générale et en moyenne, quand on calcule, c'est beaucoup mieux. C'est un changement qui a apporté du plus que du moins. Et dans tous les domaines, que ce soit la finance ou le confort familial. Eh ben, merci en tout cas pour ce partage. Est-ce que tu aurais quelques conseils que tu pourrais partager à une maman qui souhaiterait transformer sa passion en entreprise lucrative, mais qui ne sait pas par où commencer? Premier conseil que je lui donne déjà, c'est n'écoute personne. Écoute-toi toi-même. Fonce. Ça vient un truc que je dis à quelqu'un, c'est foncer. Parce que si on ne le fait pas, on ne sait jamais ce que ça va donner. On le regarde à un moment ou à un autre. Si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. On peut extrapoler plein de solutions, plein de contraintes. Mais si on ne plonge pas, on ne connaîtra jamais la profondeur de la chose. Donc, à un moment donné, il y a là, on y va, on plonge, on fonce et on teste. Est-ce qu'on est capable de nager avec ou sans bouée? Mais on y va. Elle doit s'écouter. C'est le premier truc, c'est n'écouter personne. Ou du moins, écouter les gens qui l'encouragent. Parce que ça, c'est important. Le fait d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, ça rajoute un plus. Déjà, si on croit, nous, en notre projet, c'est la moitié de chemin, elle est faite. Si nous, déjà, on est convaincus, la moitié de la chose, elle est faite. Le projet, déjà, il a démarré. C'est déjà nous-mêmes, on est vraiment convaincus à 100%. Après, avoir du soutien, c'est une option. Mais c'est une option non négligeable. Ça veut dire, sans ce soutien-là, si on est bien dans sa tête, moralement, on est fort, on croit en soi, on va y arriver. Mais si en plus de croire en soi, on a des gens qui croient en nous, on va y arriver doublement et plus rapidement. Mais après, il faut savoir qui le fait. On écoute ceux qui sont là sincèrement autour de nous, parce qu'il y a les sincères et il y a les parasites. Ça, c'est encore un autre volet. Il y a des gens qui sont là vraiment parce qu'ils nous aiment et croient en notre projet. Il y a des gens qui sont là juste pour surveiller si vraiment on va réussir ou pas. Ils sont là à attendre juste à quel moment on va tomber pour qu'ils puissent rigoler et dire ah, en fait, je t'avais dit, hein, tu vas te casser la gueule. Hein? Eh ben voilà. Il y a cette partie-là, il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui sont là envieux de cette réussite. Ils vous regardent, mais plutôt avec un œil purée. Elle a réussi, hein? Elle a 2 enfants, elle a créé le CAP. Non, je comprends pas comment elle fait pour avoir autant d'énergie. Comment ça se fait, elle dort pas? Il y a aussi cette case-là. C'est les gens qui cochent cette case. Bah, les envieux sont très, très, très fréquents et même parfois arrivent à se cacher bien. Ah oui, c'est dur de les trouver, hein. Ouais. Et effectivement, peuvent nous, malheureusement, planter parfois un couteau dans le dos. Donc, en gros, quand on fait sa course, quand on a décidé de démarrer sa course vers son projet privé et personnel, il faut savoir mettre des œillères et aller de l'avant, mais il faut savoir aussi filtrer ses connaissances. Et c'est à ce moment-là, ça permet vraiment de savoir qui est qui. Qui est là parce qu'il nous aime, qui est là parce qu'il veut vraiment nous supporter notre business, nous encourager, etc. Qui est là juste parce qu'il attend à quel moment on va tomber, on va toucher le fond, et qui est là juste pour juste se dire, j'aurais aimé avoir sa place, mais j'y arriverai pas. Et des gens comme ça, il faudra être rapide dans l'analyse, parce qu'on n'a pas le temps. Quand on a son propre projet, ça va tellement vite, on s'en rend pas compte. Ça peut grandir tellement vite, ensuite ça peut stagner vite. En fait, mais il faut suivre le mouvement. Et puis, on peut avoir des problématiques qui nous tombent dessus, qu'il faut qu'on règle au fur et à mesure. Hein. La vie d'entrepreneur est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est pas calme du tout, c'est pas calme du tout. C'est très fluctuant, instable. Et du coup, il ne faut pas en rajouter des parasites externes. Il faut bien s'entourer. Il faut savoir s'entourer et bien s'entourer. Parce que l'entourage joue énormément sur le moral de la personne. Et le moral, après, s'impacte sur les résultats de son entreprise, forcément. Quel que soit le métier, quel que soit le projet qu'on entreprend, si vous êtes là, une personne, elle vous dit tous les jours que tu es la meilleure, tu vas y arriver, je crois en toi, je sais que tu es une super maman, tu as toujours été une personne avec une ambition, tu es pugnace, tu vas y arriver. Bah forcément, en fait, ça peut te rajouter, ça peut te booster. Mais c'est à côté de quelqu'un qui dit, t'es sûr, imagine, t'as pas ton salaire. Imagine, ce mois, tu n'arriveras pas à boucler le mois. Comment tu vas payer ton loyer? Mais tu as acheté une maison et ton crédit et tes enfants. Des gens comme ça, en fait, ça rajoute que des doutes et ça ralentit. Et le cerveau, quand on lance un projet, il n'a pas le temps d'avoir ce style de doute. Il faut surtout il faut pas non plus être inconscient. Il faut être conscient des risques. Mais il faut savoir les prendre et savoir les gérer. En fait, you have to deal with. Il n'y a pas de risque. Dans tout ce qu'on fait, il y a des risques. Même dans notre quotidien. Avec notre propre mari, il y a des risques. On n'a aucune garantie d'être amoureux et en couple toute sa vie. On n'a aucune garantie d'être la meilleure maman du monde toute sa vie. On fait de notre mieux au quotidien dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est un petit projet. Et c'est pareil pour le grand projet qu'on entreprend nous-mêmes. Il ne faut pas laisser ces gens-là rentrer dedans. Il faut savoir y aller
choisir ses amis, choisir ses collaborateurs, choisir avec qui on veut prendre des risques et pourquoi on prend ces risques et on y va. Et on sort de sa zone de confort. Dès qu'on est dans une zone de confort, ça tourne bien, on sort. Parce que c'est en sortant de cette zone qu'on connaîtra notre potentiel au maximum. Si on ne sort pas de cette zone, on ne connaîtra jamais de quoi on est capable. J'aurais jamais pu savoir que j'aurais pu gérer une entreprise si je l'ai pas fait. J'aurais jamais cru que je vais réussir à faire mon CAP. Parce que tout le monde me dit, les stages, c'est compliqué, le matin, tes enfants, ta vie. Donc, si j'avais regardé tous ces paramètres-là, j'aurais jamais fait ce CAP parce que je me dis, je peux pas le faire, je suis une maman, j'ai des enfants à gérer, j'ai un foyer. Mais non, je l'ai fait, j'ai entendu personne, j'avais pas envie d'écouter ces gens-là. Mais en contrepartie, j'ai écouté mon conjoint qui m'a dit, vas-y, je gère les enfants, fais ce que tu as à faire. Il faut filtrer et savoir qui écouter et à quel moment prendre des risques. Et est-ce que ce risque-là, on peut le prendre? Il faut savoir aussi que j'ai plongé, mais j'avais une bouée, parce que c'est important de le dire. Ma bouée, c'était mon conjoint. J'avais un mari qui travaille, donc il faut savoir que j'ai une certaine stabilité. Je n'ai pas plongé dans l'océan avec les requins en me disant, hop, s'il me fait bouffer, on se fait bouffer tous. En fait, j'ai pris un risque, mais un risque étudié, parce qu'à côté, je sais qu'il y a une sécurité. Si moi, par exemple, 1 mois ou 2 mois, j'ai pas de salaire, il y a une école, il y a un soutien, il y a quelqu'un qui peut gérer ça, qui peut couvrir ce temps-là, qui peut gérer. C'est peut-être limite, mais on va y arriver. Et malgré ça, je ne me suis pas laissée prise par le risque. Je n'ai pas compté. En fait, il faut le prendre en compte, mais il ne faut pas compter sur lui. Parce que c'est pareil. Si on prend ce risque-là tout en se disant, ah, en fait, il y a mon mari, c'est pas grave. On ne va pas vraiment sortir de sa zone de confort. On va se dire toujours, c'est pas grave, ce mois, il n'y a rien, le mois prochain, il n'y aura rien. Non. Il faut se dire ça, c'est comme un crédit. C'est un emprunt. Ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Il peut passer à la banque comme il ne peut pas passer. Et donc, on prend le risque en se disant, moi, personnellement, quand j'ai démarré, je me suis dit, je vais fonctionner comme si je n'avais pas de mari, je n'avais pas un deuxième salaire. Oui. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Pour pouvoir me booster, me mettre vraiment des challenges. Parce que si j'étais rentrée dans le game en disant, il y a une possibilité de sauver le truc, je ne me serais pas donné à 2000%. Mais pour pouvoir se donner à 2000%, il faut se dire, j'ai rien et je dois avoir quelque chose. C'est ça. Du coup, là, l'effort est différent. L'effort qu'on donne est totalement différent. Là, il faut se forcer, il faut croire en soi, il ne faut pas lâcher. Il faut vivre ses rêves. Il faut pas rêver, il faut les réaliser. Ça devient des objectifs. Moi, je dis souvent, moi, je ne rêve pas, je réalise. Je réalise des objectifs, je ne rêve pas. J'en ai plein des objectifs et je fais en sorte de les réaliser l'un après l'autre. Quand je suis vivante, en bonne santé. Parce que la santé, c'est important aussi. Bien sûr, c'est clair, effectivement. En tout cas, je pense que c'est une belle conclusion pour cet épisode très riche qui montre en tout cas qu'il est possible de suivre ses rêves et puis comme tu le dis, surtout de ne s'écouter qu'à soi. Finalement, on est la meilleure personne pour se connaître et pour savoir ce qu'on veut faire, comment on veut faire, quel est le parcours que l'on souhaite emprunter. Et effectivement, malheureusement, parfois, on a des personnes dans notre entourage qui vont nous freiner, qui vont nous dire « Oh là là !» Enfin, qui vont nous projeter d'ailleurs leur peur, des phrases ou avec des attitudes qui peuvent finalement nous freiner. Donc, merci en tout cas à toi, Yasmine, pour ce partage inspirant et ces précieux conseils. Une vraie gratitude envers toi d'avoir eu cette discussion aujourd'hui. Et merci également à nos auditrices et nos auditeurs, chaque épisode plus nombreux. Nous voyons avec ton témoignage qu'il est possible de sortir des chemins battus pour trouver sa propre voie professionnelle et qu'une passion peut devenir une activité au quotidien. Si vous connaissez des personnes dans votre entourage en quête de sens, en quête de nouveautés, qui envisagent mais qui ne savent pas comment faire pour créer une activité professionnelle depuis leur passion, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et puis, pour lui donner de la force, vous pouvez lui mettre 5 étoiles ou nous écrire un commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous y répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve d'ici 7 jours pour un nouvel épisode et surtout pour le dernier de cette première saison. D'ici là, passez une agréable journée, après-midi ou soirée et prenez soin de vous.